Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du programme. Après avoir abordé la question des multinationales, de leur influence, de leur impact, mais aussi des critiques qu'on pouvait formuler à leur égard, après avoir visionné le documentaire Starbucks sans filtre, qui vient illustrer ces grands principes, nous allons nous intéresser ici aux grands flux mondiaux. En effet, c'est assez intéressant de constater qu'avec la mondialisation, les flux humains, les flux de marchandises, de capitaux, mais aussi de communication se sont multipliés, se sont développés, se sont étendus durant les dernières décennies. À titre d'exemple, les exportations mondiales ont doublé entre 1970 et 2000. Le commerce international apparaît aujourd'hui comme l'un des grands moteurs de l'économie mondiale. La question qui se pose, c'est pourquoi? Comment expliquer que ces flux soient devenus de plus en plus importants? Il existe différentes raisons et la première d'entre elles, c'est bien évidemment les transports. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les transports se sont beaucoup améliorés, beaucoup développés au cours des dernières décennies. On est aujourd'hui capable, par avion, de transporter beaucoup plus vite et en beaucoup plus grande quantité des marchandises jusqu'à l'autre bout du monde. De la même manière, les trains à grande vitesse se sont énormément développés. Et aujourd'hui, ces trains qui circulent parfois à plus de 250 km/h permettent de relier deux villes, deux espaces, en des délais extrêmement brefs. Ajoutez à cela des projets novateurs, à l'image du projet Hyperloop, dont on a déjà parlé lorsqu'on abordait la question de Tesla, qui a pour ambition de circuler à plus de 450 km/h, et vous doutez bien évidemment que les espaces, les distances se réduisent, principalement en termes de temps. De la même manière, nous en avions déjà parlé lorsque nous avons abordé la question du fret, les cargos sont de plus en plus volumineux, de plus en plus importants, et sillonnent avec une fréquence absolument extraordinaire la plupart des mers et des océans du monde, transportant à leur bord des milliers ou des dizaines de milliers de conteneurs, et participant ainsi à l'extension des flux mondiaux de commerce et de ravitaillement. De la même manière, au-delà de tous ces moyens de transport, les infrastructures se sont grandement développées. Vous le voyez ici, les autoroutes suisses, par exemple, se sont beaucoup étendues au cours des dernières décennies. Et même si elles n'ont pas la même ampleur, la même taille que les autoroutes américaines, elles restent des voies d'accès privilégiées pour tout ce qui est marchandises, mais aussi pour ce qui est déplacement de population. Ajoutez à cela le transport fluvial, qui se fait notamment au niveau du Rhin, et qui permet d'acheminer des marchandises de la plupart des grandes villes économiques suisses jusque vers les grands ports internationaux, et vous avez une hyperconnectivité croissante. À ça s'ajoute bien évidemment l'essor des plateformes multimodales, à l'image de Rotterdam ou de Singapour, les plateformes multimodales étant tout simplement ces espaces d'interconnexion entre différents réseaux de transport, entre la route, le rail et le transport maritime par exemple. Et Rotterdam, à cet égard, constitue un exemple assez extraordinaire puisque tout s'achemine au niveau européen vers Rotterdam par le rail ou par la route, puis est ensuite diffusé dans le monde entier grâce aux grands navires marchands. Et à l'inverse, tout ce qui arrive à Rotterdam va ensuite être diffusé au niveau européen grâce à cette plateforme multimodale vers la route ou vers le rail. Enfin, les échanges numériques ont également considérablement augmenté. En effet, on estime que depuis les années 1950, 5000 nouveaux satellites ont été mis en orbite, dont 1400 uniquement pour Internet. Ainsi, il est aujourd'hui beaucoup plus facile de communiquer à longue distance, mais aussi d'échanger des informations, des valeurs financières, des biens de consommation. Donc tout ça participe au développement des flux et tout ça soutient la mondialisation dont nous avons déjà parlé il y a peu. Cependant, pour véritablement parler de mondialisation, il s'agit de s'intéresser quelques instants au modèle économique en place. Et ce modèle, c'est le libre-échange. Le principe est relativement simple. L'idée du libre-échange, c'est que plus les États échangent de produits, de capitaux et de services, plus leur économie est susceptible de prospérer. Vous voyez ici un petit peu le principe. Avec le libre-échange, on augmente la concurrence, donc on baisse les prix, ce qui entraîne une hausse du pouvoir d'achat, une hausse de la demande et forcément la croissance. Et d'un autre côté, le libre-échange augmente la taille du marché, donc permet de faire des économies sur certains aspects, permet également de développer certaines gammes de produits, certaines technologies, ce qui entraîne également une baisse des prix, ainsi que l'apparition de nouveaux produits, qui entraîne à son tour une hausse de la demande et qui aboutit encore une fois à la croissance. Le principe du libre-échange est donc
Très simple, c'est viser à favoriser le développement du commerce international en supprimant au maximum les barrières douanières tarifaires et non tarifaires et les réglementations nationales qui pourraient restreindre l'importation des biens. Il s'oppose, et nous allons le voir, au protectionnisme, mais aussi d'une certaine manière au mercantilisme, puisque le mercantilisme a pour seule ambition l'enrichissement par l'exportation, considérant toute importation comme un appauvrissement. Donc le but va être de limiter au maximum ces importations. Le libre-échange ne l'entend pas de cette oreille, le but est bien évidemment de maximiser les exportations, mais l'importation fait également partie du système, puisque c'est ça qui permet l'interconnexion avec les États. C'est un petit peu le principe qui s'oppose justement à la politique américaine de Trump, dont nous aurons l'occasion certainement de reparler dans les prochains cours. Mais pour mettre en place le libre-échange, il faut nécessairement une spécialisation. En effet, le principe est relativement simple. Faites ce que vous savez faire et laissez le reste aux autres. Chaque pays a une opportunité de se placer dans ce réseau mondial sans forcément être compétitif dans tous les domaines. L'objectif, ça va être de se spécialiser dans un domaine d'exception, et de laisser le reste aux autres. De cette manière, on va exporter nos produits de prédilection et importer tout ce que l'on n'est pas capable soi-même de produire ou tout ce que l'on pourrait produire mais à coût trop élevé pour que ça vaille véritablement la peine. Ainsi, chaque pays se spécialise dans un domaine spécifique et, par ses relations, par le réseau mondial, importe ce qui lui manque. À titre d'exemple, la Suisse s'est spécialisée notamment dans tout ce qui est matériel de précision, à l'image des montres, mais n'aurait aucun intérêt à se spécialiser dans les t-shirts, tout simplement parce que l'importation, on a déjà parlé du produit de base, le coton, coûte déjà cher, passe à travers différentes taxes douanières, et du coup le produit qui aboutirait en fin de production, en fin de chaîne de production, serait excessivement cher par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays. Par contre, la Suisse possédant énormément de compétences d'un point de vue technologique et en termes de formation, elle a bien évidemment intérêt à jouer sur cet aspect-là. À ça s'ajoute la création d'une zone de libre-échange qui peut ensuite évoluer. Enfin, en effet, la zone de libre-échange a pour objectif principal l'abaissement des barrières commerciales au sein d'un groupe de pays. L'idée, c'est de faciliter les échanges et d'accroître le marché. Puis progressivement, cette zone de libre-échange peut devenir une union douanière. L'idée, c'est qu'en plus de la zone de libre-échange, on ajoute une politique commerciale extérieure commune. Donc en plus de favoriser les accords entre nous, on définit quelle sera notre politique par rapport aux pays qui ne font pas partie de notre ensemble. L'étape suivante est le marché commun. Donc à l'union douanière s'ajoute la mobilité des facteurs de production. En d'autres termes, les investissements, les travailleurs sont libres de circuler beaucoup plus facilement à l'intérieur de l'union douanière pour faciliter justement l'extension du marché. Et enfin, l'union économique, c'est l'étape ultime, c'est l'idée d'établir, en plus du marché commun, une politique fiscale et monétaire commune. Comme en témoigne l'Union européenne, par exemple. On a une seule monnaie pour un ensemble de pays qui a une même politique monétaire, mais également fiscale. Donc l'objectif, ça va être de s'harmoniser pour arriver à un accord qui soit le plus large possible au niveau des pays et de ce fait simplifier au maximum les échanges. C'est ça le principe finalement de l'union économique. On peut avoir la situation la plus basique, la plus simple, la zone de libre-échange, et sa situation la plus complexe, mais aussi la plus intéressante, disons, d'un point de vue économique, l'union économique. Tout en sachant que ça pose bien évidemment des problèmes sur d'autres éléments. Et l'idée, c'est bien évidemment également d'être plus fort face aux autres grandes puissances. Vous avez ici cette caricature qui en témoigne assez bien. La Suisse a tout intérêt à signer des accords avec ses voisins puisqu'elle est dépendante d'eux du point de vue des échanges. La question se pose de savoir qu'est-ce qu'elle en retire et est-ce qu'elle en retire suffisamment. Et c'est justement l'objet de pas mal de votations qui ont pu avoir lieu et dont nous reparlerons ultérieurement. Quoi qu'il en soit, si on compare un petit peu libre-échange et protectionnisme, vous le voyez ici, le libre-échange, c'est tout simplement cette pratique qui est basée sur la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux. Donc en d'autres termes, on va supprimer au maximum les entraves commerciales. Et ces éléments bénéficient de tout ce qui est lié aux moyens de transport, mais aussi de tout ce qui est lié aux organisations internationales. L'OMC définit de grands accords et permet de faire respecter les règles de base en termes de commerce. Tout ça permet la génération d'accords commerciaux qui soient régionaux ou internationaux. Les avantages sont évidents.
on a une croissance économique, on a des marchés qui sont beaucoup plus importants, ce qui permet une hausse des exportations, une hausse de la production et l'amélioration du solde commercial. Le problème, c'est que ça peut engendrer des délocalisations, la concurrence déloyale et la désindustrialisation de certaines zones. À l'inverse, ça peut générer de la pollution dans certains espaces et même entre ces différents espaces, puisqu'il s'agit de véhiculer les marchandises sur de grandes échelles, alors que la production locale éviterait ce genre de phénomène. De la même manière, ça incite à l'innovation. On a le développement des biens de consommation, on a la baisse des prix, ça fait augmenter la concurrence puisqu'on est de plus en plus nombreux à se positionner sur un marché parfois assez concurrentiel. Donc forcément, c'est au bénéfice du client qui aura de plus en plus de choix et de plus en plus de pouvoir d'achat. Le problème, encore une fois, c'est la délocalisation dont nous avons parlé précédemment. Enfin, dernier avantage, c'est la baisse des prix. Forcément, avec l'ouverture des pays, on a la possibilité d'importer à moindre coût des matières premières et on a la possibilité de délocaliser. Donc très logiquement, ça va entraîner une baisse des prix. Le problème, c'est que le pays développé va connaître une baisse de son industrialisation, tout simplement parce qu'elle n'a plus d'intérêt à produire chez elle. Et donc forcément, c'est également une perte d'emploi. Quatrième élément, la question de la baisse des inégalités entre les États. En effet, forcément, comme les États sont de plus en plus ouverts, on a les possibilités de délocalisation qu'on a déjà évoquées, ce qui va contribuer à la création d'emplois dans d'autres pays. Il va permettre à ces autres pays qui étaient souvent en retard de rattraper leur retard. Le problème, c'est qu'on a une hausse des inégalités à l'intérieur des pays. Comme l'industrie disparaît progressivement et que la concurrence entre les pays développés augmente, on a de plus en plus de personnes qui vont se retrouver soit dans une situation précaire, avec peu de moyens, soit à l'inverse, grands patrons qui vont s'enrichir. Aujourd'hui, on a vraiment cet écart au niveau de la société, des grands patrons extrêmement riches, et à l'inverse, les petits travailleurs qui sont souvent assez pauvres. Donc les patrons de multinationales d'un côté et les travailleurs souvent exploités de l'autre. Cependant, il est intéressant pour vraiment comprendre ce système, ce modèle qui est actuellement en cours chez nous, de le comparer à la question du protectionnisme. En effet, le protectionnisme, c'est la politique inverse. L'idée, ça va être de mettre en place des mesures, ça peut être des barrières douanières, pour encourager la production et la consommation intérieure. De cette manière, on va éviter la concurrence extérieure. L'idée, donc, ça va être par exemple des droits de douane, des impôts qui sont prélevés sur les marchandises, ou des barrières non tarifaires, par exemple des quotas, de dire vous avez le droit d'importer telle quantité de marchandises, au-delà de ça, on ne prend plus. Et tout ça va favoriser votre production interne. Donc les avantages sont bien évidents, c'est de protéger le marché interne. On va éviter la délocalisation puisqu'une entreprise a tout intérêt à rester dans le pays pour pouvoir vendre ses produits. Et puis on évite la disparition de certaines industries, très logiquement, puisque la production interne reste forte et importante. Ça permet également de faire face au dumping. Le dumping, c'est tout simplement la minimisation des contraintes légales en matière de fiscalité, de protection sociale ou de protection de l'environnement par un État. Et vous le voyez ici, le protectionnisme évite le dumping fiscal, social ou environnemental, tout simplement parce que l'État conserve le contrôle, la gestion de ces grandes entreprises et peut leur imposer un certain nombre de règles en termes de gestion du personnel, en termes d'impôts par exemple, ou en termes de contraintes environnementales. Malheureusement, vous en doutez, ce système n'est pas non plus parfait, puisqu'il a un coût élevé. Forcément, si vous produisez à l'échelle locale, vous réduisez votre accès à certaines marchandises, à certains produits de base, vous augmentez le prix des biens importés, donc très logiquement, vous augmentez le prix des matières premières, et du coup, vous augmentez le prix du produit fini. De la même manière, comme vous avez un marché qui est assez restreint, qui est le vôtre, et non plus le marché international, les prix vont augmenter. Donc c'est souvent les ménages les plus défavorisés qui vont être touchés, puisque c'est ceux qui ont le moins de moyens pour s'offrir ces produits. De la même manière, on a de plus en plus d'emplois qui, s'ils sont sauvés à court terme, ne le seront pas à long terme. Et la logique est toute simple. Comme la production se fait à l'interne, les prix sont plus importants, donc la production est plus importante,
On a certes moins de concurrence et plus de création d'emplois dans un premier temps, mais comme les produits sont plus chers, ils vont se vendre moins facilement, et comme le marché est moins important, à partir d'un moment, la demande va diminuer. Et donc, si dans un premier temps, effectivement, ça crée de l'emploi local, dans un second temps, la baisse de la demande va entraîner une baisse de la production et donc une perte d'emploi. Ajoutez enfin la question de la guerre commerciale et vous doutez bien évidemment que la situation peut assez rapidement s'envenimer. C'est ce qui s'est passé et ce qui se passe encore d'une certaine manière entre les États-Unis et la Chine, vous le savez, puisque les États-Unis ont décidé de taxer un grand nombre de produits originaires de la Chine. Et la Chine, en contrepartie, a également décidé de taxer un certain nombre de produits américains. Donc on se rend bien compte que le système est intéressant à l'intérieur sur le court terme, mais qu'à plus ou moins long terme, il finit par s'essouffler. Et c'est pour ça que le libre-échange s'est aujourd'hui imposé dans le monde entier, même si on a encore à certains endroits des poches de résistance, de protectionnisme, à l'image des États-Unis. Mais bien évidemment, les États-Unis ne peuvent pas être totalement protectionnistes, puisqu'ils dépendent de l'économie mondiale et du ravitaillement en certaines matières. Afin d'aller plus loin, je vous encourage très vivement à consulter Arte et l'une de ces vidéos, le Dessous des cartes, qui est très bien fait, qui aborde justement cette question du libre-échange, du protectionnisme et du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. La vidéo dure 12 minutes 30, c'est pas bien long, vous la trouvez assez facilement sur internet. Et nous parlerons justement la prochaine fois de ces grands accords qui existent au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, je reste à disposition si vous avez des questions quelles qu'elles soient, n'hésitez pas, et à tout bientôt.